Merci Charline, merci à vous d'être présent. La flatterie n'étant jamais vaine lorsqu'elle est sincère, je voudrais remercier le musée du vignoble nantais d'organiser au Palais une exposition et des conférences afin de parler de ses racines médiévales, autres que celles du muscadet, mais Héloïse et Abélard contribuent tout autant à la renommée du même terroir. Je remercie en particulier Charline Pérez d'avoir été une parfaite interface entre les différents intervenants de cette journée, qui, j'en suis sûr, sera à marquer d'une pierre blanche. La matinée a fait déjà date, car avoir entendu Monsieur Verger est un privilège à chaque fois renouvelé, et partager la scène avec un maître tel que lui est un honneur. Et passer après lui est redoutable également. Je voudrais le remercier chaleureusement d'être venu, ainsi que Monsieur Laubrichon et Monsieur Poirel, qui viendront eux aussi apporter leur écho. Et je vous incite fortement à aller assister à leur communication. Cet exposé a aussi été nourri par la récente journée d'études à Rouen en mars dernier sur Héloïse et Abélard, l'amour et le savoir, vu par le XIXe siècle, à laquelle j'ai eu le privilège de participer, ainsi que Monsieur Lefebvre-Naré, et qui, je l'espère, se fera l'écho et partant la continuation des réflexions qui ont été soulevées là-bas. Si un jour, comme je l'espère, j'écris un dictionnaire amoureux d'Héloïse et Abélard, j'aimerais commencer par la lettre A comme Abélard évidemment, mais aussi comme ACPA, Association culturelle Pierre Abélard, afin de rendre, sinon à César, du moins à quelques anonymes, au sens noble du terme, l'hommage qu'ils méritent. Que ce soit les pionniers, Marinette et Henri de Mongeau, créateurs du site pierreabélard.com, Guy et Françoise de Mongeau, Anne et Pierre Roucou, Roger Bourgeon et leurs continuateurs actuels, Marie-Annick, François-Xavier Moinet, Marie-Annick Hardy, notre présidente, et Laurent Tessier. Leur rendre ce qui leur appartient, c'est-à-dire la préservation et l'entretien de la mémoire du couple Héloïse et Abélard. Couple, dictionnaire amoureux, les mots sont là. Lorsqu'on m'a demandé de parler d'Héloïse et Abélard au fil des siècles, c'est évidemment à l'amour auquel j'ai d'abord pensé. Comme mes commanditaires, j'imagine, preuve que l'histoire fascinante et la légende ont bien fait leur œuvre. Héloïse et Abélard sont en effet des amoureux mythiques, au même titre que les amants légendaires, Pyrame et Thisbé dans l'Antiquité, qui ont inspiré Roméo et Juliette, et au Moyen-Âge, Tristan et Iseut, Lancelot et Guenièvre, Rodrigue et Chimène. À la différence près, et de taille, qu'ils ne sont pas des personnages de fiction, mais des célébrités du XIIe siècle, ayant vécu un amour à la fois ardent et contrarié. Leur liaison datée, mais non compassée, aujourd'hui encore, nous replonge dans les méandres d'une des plus grandes histoires d'amour de l'histoire occidentale. J'utilise le terme méandre à dessein, le lit de leur amour a largement débordé de l'histoire et a atteint les rives du mythe et de la légende. Comme l'écrit Werner Roboll, peu de couples de l'histoire de la pensée européenne sont aussi connus et étudiés qu'Héloïse et Abélard. Ce vif intérêt ne se justifie pas seulement par les pensées d'époque de Pierre Abélard, mais aussi par la chance unique d'une vision intérieure épistolaire de deux âmes sensibles du Moyen-Âge, deux êtres de chair et de sang. C'est ainsi que depuis des siècles, chaque génération de passionnés, de culture, de scientifiques, d'artistes redécouvre ce sujet, comme champ d'identification, comme domaine de recherche et comme scène littéraire. L'abondance de la littérature sur ce thème prouve son actualité permanente, mais implique un certain risque, que dans la mesure où les protagonistes se reflètent dans l'intention de leurs auteurs, certaines lacunes de leur biographie, que la recherche historique n'a pas réussi à combler, soient habillées de clichés. Et des clichés, justement, il y en a pléthore, notamment dans l'imagerie devenue iconique. Et cette iconographie, comme le genre littéraire du reste, ajoute, sédimente, voire impose des images qui construisent la part du roman ou la légende et rendent la part de l'histoire plus difficile à envisager parfois.
De la romance au romanesque, en un mot, il n'y a qu'un pas et il a vite été franchi. Si la littérature et la peinture participent du plaisir du lecteur-spectateur, elles sont aussi source d'histoire, car elles témoignent à leur manière de la réception et la vision des deux amants par chaque auteur et chaque artiste à chaque période historique. Alors on peut prendre un exemple local qui va un petit peu résumer l'objet de notre étude. Clin d'œil de l'histoire et de sa muse Clio, c'est un extrait d'article daté de 1942, soit l'année du 800e anniversaire de la mort de Pierre Abélard. On est en pleine occupation et l'article se fait d'ailleurs écho des pénuries en disant ceci: « Le peu de place dont nous disposons, par suite du manque de papier, nous a empêchés de parler plus tôt d'un anniversaire qui intéresse le pays nantais. Plus particulièrement, l'enfant du palais, Abélard, y est immanquablement évoqué avec Héloïse. Je cite, « ce drame déchirant dont l'histoire est venue jusqu'à nous du fond du vieux Moyen-Âge chrétien. » Une description imaginaire de la première rencontre des amants infortunés par l'écrivain catholique Émile Baumann, auteur d'Héloïse, l'amante et l'abbesse en 1934, dans la collection, titre ô combien savoureux, Les Grandes Repenties, est citée dans l'article. La rencontre, je cite, aurait eu lieu par une matinée saturée de lumière légère et d'une douce griserie intellectuelle. Un homme grand vient de sortir par le grand porche de la cathédrale. Il s'avance d'une allure leste et pourtant nonchalante. Les moindres détails de sa mise, le cercle d'acier mat dont ses cheveux sont enserrés, la conjonction de ses moustaches avec les mèches de sa barbe en pointe, la finesse de sa chaussure byzantine, accusent sous une habile négligence le souci de plaire. Héloïse n'aperçoit pas cette fatuité. Le maître est beau, il est sublime, elle ne voit rien d'autre en lui. Alors si la plume est belle, la rencontre et la description sont imaginaires, car il n'existe aucune représentation d'Abélard de son vivant, ni d'Héloïse d'ailleurs. L'article note d'ailleurs que le nom d'Abélard, transmis à travers les siècles, est uni à celui d'Héloïse, qui reste la même femme au sentiment ardent, qui trouve une voluptueuse satisfaction à souffrir pour plaire à celui qui n'a cessé d'être tout pour elle. Très digne religieuse, irréprochable et parfois édifiante, sa conversion n'en fut pas moins qu'une demi-conversion, et suivant l'expression de M. Baumann, elle est devenue l'épouse du Seigneur parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Comme prévenait Werner Rebel, plusieurs registres se superposent dans cette fabrique de l'histoire, de la mémoire et de la légende, notamment au XIXe siècle. Vous avez le matériau historique documenté, à savoir l'idylle entre Héloïse et Abélard. Vous avez l'histoire inventée, on supplée les lacunes, on comble les manques. Ici, on imagine la rencontre telle qu'elle a pu se passer. Et puis vous avez l'histoire romancée, à la Alexandre Dumas, si je puis dire, qui va imposer des figures dans l'imaginaire. Par exemple, Richelieu qui devient le monstre rouge après la lecture des Trois Mousquetaires. Eh bien, là aussi, les lamentations d'Héloïse vont devenir une espèce de topoi littéraire qu'on va retrouver régulièrement. Un lieu commun qui est constamment réactivé. Ainsi, chacun réimagine son Abélard et son Héloïse. Et si je reviens à cette diapositive, nous avons un paysage quasiment toscan. Le peintre italien qui s'appelle Vittorio Calegari implante un paraclet en plein milieu des cyprès. Alors on a plus affaire à un paysage toscan qu'à un paysage champenois, mais là encore, ça vous montre à quel point chaque auteur réinvente en fonction de ce qu'il connaît ou de ce qu'il imagine la relation entre Héloïse et Abélard. Pour la petite histoire, ce peintre italien est mort en 1942, la même année que la naissance de ma maman, mais surtout, pour cet exposé, la même année qu'une chanson célèbre composée en cette année, donc de l'anniversaire de la mort d'Abélard, et qui va me servir de fil d'Ariane. Cette chanson, je ne vais pas faire comme Abélard parce que je n'ai pas ces talents de poète et de musicien, donc je ne vais pas vous la chanter.
Si je vous donne les quelques paroles du refrain, peut-être que vous allez la retrouver. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Alors c'est bien sûr pas Héloïse qui parle, hein. Elle aurait plutôt parlé, au lieu d'une photo, d'une chanson ou d'une correspondance, mais peut-être qu'elle a pensé à ces mots d'amour, mots M-O-T-S et M-A-U-X. Puisque les poètes amoureux d'Abélard ont été perdus, je vais me servir de cette chanson. Vous avez, j'espère, reconnu la version de Que reste-t-il de nos amours, interprétée par Charles Trenet, qui, comme Abélard ici, est parolier. Sa première interprète est pourtant Lucienne Boyer, on est en 1942. Cette chanson, pourquoi je l'ai choisie? J'ai sous-titré cet exposé de « Que reste-t-il de leurs amours ?» parce que cette chanson parle de la nostalgie d'un amour passé et la chanson demande ce que sont devenus ces souvenirs aujourd'hui. Elle se demande aussi si son ancienne flamme pense toujours à lui et s'il reste quelque chose de leur amour terrestre. Scruter l'évolution de cette troisième entité, finalement, 1 + 1 = 3, comme moi, Abélard n'était pas très mathématicien, mais on a Héloïse plus Abélard, et on obtient une troisième entité, son couple, leur couple. Et là encore, ça va nous permettre d'interroger dans cet exposé à la fois l'évolution de la figure d'Héloïse, l'évolution à travers le temps de la figure d'Abélard, et l'évolution également de leur couple, qui ne sont pas vus toujours de la même façon. Scruter cette évolution, c'est se poser 2 questions et c'est essayer d'éviter 2 écueils que je voudrais souligner avant de commencer. D'une part, la question des reconstructions historiques et imaginaires au fil du temps et à travers différents supports. Comme je le disais, tel un palimpseste, un manuscrit sur lequel on réécrit sans cesse, l'imaginaire visuel vient se superposer à la lecture des textes et contribue à nous donner ou nous imposer de nouvelles images du couple. Prenons l'exemple de la lamentation, vue comme typiquement féminine et qui va être associée quasiment constamment à Héloïse. Et d'autre part, la question de savoir comment 2 êtres de chair et de sang, 2 personnes vivantes, célébrées justement de leur vivant, sont devenues des personnalités puis des personnages historiques après leur mort. Et ils seront qualifiés par la suite de médiévaux, alors qu'ils n'avaient pas le sentiment de vivre dans un Moyen-Âge tel que nous l'entendons. Pour le dire autrement, comment est-ce qu'on devient une figure fictionnelle, mais aussi une figure historique, et comment ce devenir s'élabore? Ça fait beaucoup de questions. En somme, je n'en poserai qu'une seule, qui résumera toutes les autres. Que reste-t-il de leurs amours? Afin d'en savoir plus sur eux et ce que furent leurs mémoires à travers les siècles, je vous propose un échantillonnage qui, à mon sens, est révélateur des différentes périodes. Celle d'une mémoire plus ou moins vive au cours du Moyen-Âge et celle d'une mémoire plus longue, mais toujours partisane ou confuse, notamment au XIXe siècle. Alors, si je vous parlerai bien évidemment du siècle d'or du romantisme, je vais quand même essayer de me départir un peu de la focale habituelle et de me concentrer aussi sur la réception d'abord médiévale, puis moderne, et enfin contemporaine de notre couple, où leur mémoire semble paradoxalement mise en sommeil. Un ultime fil directeur, c'est celle de l'authenticité et de l'inauthenticité de cette correspondance, 2 facettes d'une même médaille que l'on va retrouver à intervalles constants et qui va jalonner l'histoire, le mythe et la légende d'Héloïse et Abélard. Je vous proposerai donc peut-être pas une enquête policière, du moins régulièrement de faire le point sur des questions qui n'en finissent pas d'interroger les historiens. En somme, d'Abélard et d'Héloïse, tout définitivement n'a pas été dit. Je commencerai tout d'abord par un premier point, Héloïse après Abélard, le Moyen-Âge entre oubli et Renaissance, point d'interrogation. 12e, 15e siècle. Est-ce qu'Abélard et Héloïse sont restés tendance dès le Moyen-Âge?
Ou furent-ils simplement un effet de mode, et sans jeu de mots, avec le risque du bûcher qu'Abélard aurait pu connaître, un feu de paille? On pourrait penser que les deux condamnations pour hérésie d'Abélard au concile de Soissons en 1121 et au concile de Sens en 1141 ont porté un rude coup à sa postérité en jetant un discrédit durable sur son œuvre et partant sur Héloïse et le couple atypique formé avec elle. Alors, dans une certaine mesure, c'est certainement le cas, mais avec Christophe Grélard, on peut nuancer cette affirmation par au moins deux éléments. Paradoxalement, les condamnations ont aussi un effet de préservation de la mémoire, puisque nous avons par exemple au Concile de Sens toute la correspondance de Bernard et le compte-rendu de plusieurs sources. Donc elles assurent aussi une certaine fortune à cette histoire. On consulterait un peu Abélard comme un enfant feuilletterait un livre auquel on ne lui donne pas le droit d'accéder, pour le dire simplement. Par ailleurs, si on a un retour limité d'Abélard dans le flot des discussions universitaires, il semble bien qu'elle irrigue de manière souterraine certains débats théologiques ultérieurs. Mais le sujet étant davantage le couple et son souvenir, sinon immédiat, du moins mémoire un peu à court, moyen et long terme, on va se centrer là-dessus pour la période médiévale. Et nous commencerons par un premier point que j'ai intitulé « À l'enseigne du roman ou d'une romance à l'eau de rose ». Alors, Pascal Bourquin commençait ainsi son article sur Héloïse en 2012. Qui était Héloïse? Une femme sur laquelle on sait quelques petites choses, à propos de quoi on en brode beaucoup d'autres. Alors la source, sinon la plus sûre, du moins la plus détaillée pour découvrir leur vie et ses amours, c'est bien sûr la correspondance. Mais je reviendrai tout à l'heure sur la question de leur authenticité. Pour l'heure, je me concentrerai sur le souvenir qu'ont laissé nos deux amants sur les médiévaux, qui sont venus après eux. Au XIIe siècle, le chroniqueur Guillaume Godel, qui est un clerc anglais, qui réside du côté de Sens, sans doute dans l'entourage de l'archevêque de Canterbury, Thomas Becket, en exil, c'est le premier qui évoque l'amour sincère et partagé d'Héloïse, je cite, « supérieurement instruite en lettres latines et hébraïques ». Il dit également... Il parle du Paraclet, l'oratoire fondé par Abélard, et il dit « Il leur donna pour abbesse son ancienne épouse, une femme pieuse, formée aux lettres, tant hébraïques que latines, du nom d'Héloïse. Celle-ci, en véritable amie, après sa mort, lui conserva une grande fidélité par des prières assidues. Tous deux reposent aujourd'hui dans ce monastère, enterrés avec le plus grand honneur, près du maître-autel. » Donc la chronique, qui est rédigée vers 1172-1175, omet l'épisode de la castration. Alors est-ce que c'est parce que les faits sont encore frais, comme l'écrit par ailleurs Othon de Freising, qui dit « Maltraité en une circonstance bien connue, il devient moine dans le monastère de Saint-Denis ». Une cinquantaine d'années plus tard, vers 1227, une chronique de Tours, compilée par un rédacteur anonyme, reprend quasiment mot pour mot ce que dit Guillaume Godel. Celui qu'on l'on appelle l'anonyme Tourangeau a oublié le nom d'Héloïse, mais il ajoute deux nouveautés dans le récit de sa source, dont un détail qui va faire florès. D'une part, il écrit que l'abbesse fit transférer le corps de Pierre depuis Châlons, Saint-Marcel-les-Châlons jusqu'au Paraclet, et il cite l'épitaphe qu'elle fit graver sur son tombeau. « Ci-gît Pierre Abélard, le seul qui connut tout ce qui pouvait être su. » D'autre part, je cite, « Elle prescrivit qu'après sa mort, on l'inhuma dans le tombeau de son mari. » Alors là, voilà qu'apportait défunte au tombeau ouvert son mari qui était mort de longues années auparavant. 1142, décès d'Abélard, 1164 ou 1163 pour Héloïse. Donc, son mari qui était mort de longues années auparavant, je cite, leva les bras pour la recevoir et l'embrassa en l'étreignant de ses bras. Donc cette irruption du merveilleux dans une histoire qui n'en manque pas va apporter de l'eau au moulin de la légende. Mais le mythe des amants unis jusqu'à la mort, qui fait d'Héloïse et Abélard un couple jumeau de Tristan et Iseut, a sans doute pris consistance quand un siècle et demi après les événements, au XIIIe siècle, le poète et romancier Jean de Meung s'intéresse à leurs amours, dans le plus célèbre des romans français du Moyen-Âge,
le récit d'un songe enseignant l'art d'aimer, cher à Ovide, et publié dans les années 1290. Pour la première fois, Jean de Meung traduisit leurs lettres en français, et lorsqu'il compose la seconde partie du roman de la Rose, il rend à Héloïse un poétique hommage et présente son idylle avec Abélard, qui est jusque-là assez peu connu des lettres françaises. Il consacre sur 22 000 octosyllabes 74 vers seulement à l'histoire d'Héloïse et Abélard. Il s'appuie en partie sur l'Historia Calamitatum, l'histoire de mes malheurs, l'autobiographie, si le terme est discutable, d'Abélard. Il s'appuie sur la réponse célèbre d'Héloïse, notamment son plaidoyer en faveur de l'amour libre. Lui-même adversaire du mariage, Jean de Meung dit son admiration pour la merveilleuse parole de celle qui a refusé le mariage, ce lien qui ligote, et voulait, je cite, « être ta putain appelée ». Alors ce passage très connu fait partie d'une charge contre les maux causés par le mariage qui sont jugés incompatibles avec l'amour. Il met en valeur l'insistance d'Héloïse à présenter ce dernier comme étant le plus important, que toutes les conventions sociales qui veulent régir la chasteté et le mariage. Et c'est parce qu'Abélard a épousé Héloïse, malgré les réticences de celle-ci, que commencent, écrit Jean de Meung, les déboires du clerc, qui finit émasculé en représailles et condamné à une carrière errante. Alors de la part d'un auteur très misogyne comme Jean de Meung, l'admiration qu'on voit croître en lui pour la hardiesse d'Héloïse est d'autant plus notable, même si celle-ci indiquait qu'elle ne veut pas se marier aussi pour ne pas faire de l'ombre à son illustre amant. Ça pourrait être entraver sa carrière ecclésiastique. En tout cas, cette phrase attribuée à Héloïse, qui déclare à son amant préféré être appelée sa prostituée que couronnée impératrice, va rester célèbre et va être inlassablement commentée. Donc si le couple est mis à l'enseigne d'Éros, avec un érotisme aussi qui est très présent dans les lettres, bien que non consommé, avec une espèce de rapport un peu érotisé qui induit une espèce de confusion dans la nature de leur relation, parce que entre le mari et la femme, d'abord le maître et l'élève, puis le mari et la femme, puis entre le frère et la sœur entrée en religion, tout cela a probablement fasciné, et le roman de la Rose a contribué également à diffuser cette imagerie un tant soit peu licencieuse. Alors, une dizaine de miniatures les représentant, vous n'allez pas forcément bien les voir, c'est la censure évidemment, puisque ce sont des images qu'on pourrait qualifier volontiers de pornographiques. Concrètement, ces images, le roman de la Rose regorge de représentations montrant un Abélard ityphalique, avec constamment en érection, ou alors un arbre à phallus, alors très étonnant, avec deux nonnes, dont Héloïse, qui en récoltent les fruits du verger. Alors la chair est faible, et Abélard a comparé sa propre castration à celle d'Origène, qui s'était châtré volontairement pour ne plus être tenté par les turpitudes terrestres. Héloïse survit donc ainsi à la fin du XIIIe siècle. Elle y est résumée à deux traits élémentaires. Premier trait, la relation amoureuse qu'elle entretient avec son ancien époux, qui fut assurément charnel. Et puis la diatribe anti-matrimoniale à laquelle elle se livre, et qui est relayée par un chantre de l'amour. Alors Georges Minois, dans son excellent ouvrage de vulgarisation sur Bernard, Abélard et Héloïse, sorti en 2019, se demande si c'est très rassurant pour l'histoire que ce soit un romancier qui, le premier, popularise la fameuse histoire d'amour. Alors je ne sais pas ce qu'en penseront les romanciers de la table ronde qui suivra, mais en tout cas, c'est une image qui va s'imposer, et à chaque fois, même si seulement deux images sont retenues comme étant assurément Héloïse et Abélard, il me semble quand même que pour les 8 autres, on voit que ce sont les mêmes personnages, et on entreaperçoit bien cette nonne qui se fait remettre dans cette image-là que je vous montre par Abélard, son
son sexe, à moins que ce soit à l'inverse, hein, Héloïse qui redonne sa virilité peut-être à Abélard. En tout cas, l'immense succès de cette œuvre va conférer à la célébrité de leur histoire. Alors si Jean de Meung, on l'a compris, évoque surtout ce couple pour condamner le mariage, d'autres ont déjà compris la grandeur d'âme d'Héloïse. Un manuscrit du XIVe siècle porte des annotations de la Bibliothèque nationale de cette traduction, de la traduction de Jean de Meung, donc un manuscrit du XIVe siècle porte des annotations de Pétrarque, l'humaniste italien qui lui aussi éprouva un amour exceptionnel pour l'or, nourrit ses vers de sa passion. Il a admiré également Héloïse. Alors, on sait qu'il possédait dans sa bibliothèque ce manuscrit en latin, hein, des lettres échangées par les amants. Et ce manuscrit est d'autant plus précieux qu'il contient des commentaires et des notes marginales de la main du poète italien, et que son émotion et sa tendresse pour Héloïse s'y font sentir. Alors, la légende raconte que cette copie sur parchemin annoté, Pétrarque l'emmenait toujours avec lui, et qu'il comparait ses propres angoisses devant le péché à celles des deux amants. L'hypothèse de Christophe Grélard, finalement, c'est que Abélard et Héloïse ont fait leur retour par un intellectuel grand public, puisque Jean de Meung, avec son roman de la Rose, qui est un best-seller médiéval, que les théologiens ont lu et parfois combattu, à l'instar de Jean Gerson au XVe siècle, qui reproche son obscénité au roman. On comprend pourquoi avec les images que je vous ai montrées. Mieux, Jean de Meung est le premier auteur français et le roman de la Rose, la première œuvre française à avoir fait l'objet d'une querelle littéraire qui oppose, autour des années 1400, rhodophobes, partisans, opposants au roman de la Rose, et rhodophiles, amateurs du roman de la Rose. Alors, cette querelle doit sa publicité à une femme qui est souvent présentée comme la première à avoir vécu de sa plume d'écrivain, Christine de Pisan, puisqu'elle écrit le livre des épîtres du débat sur le roman de la Rose. Alors, dans cette querelle littéraire, on commente l'histoire, on juge les protagonistes, mais on ne remet pas en cause l'authenticité des faits. Les rhodophiles prennent la défense d'Héloïse, notamment Jean de Montreuil dans son éloge du roman de la Rose, et contre toute attente, pas de solidarité féminine, Christine de Pisan fait partie du camp des rhodophobes, puisqu'il reproche, Jean Gerson notamment, à la fois sa misogynie à l'ouvrage, mais juge également sévèrement la conduite d'Héloïse. D'ailleurs, lorsque le roman de la Rose fut une deuxième fois mis en prose à la fin du XVe siècle, par Jean Molinet, qui est un chanoine et un historiographe de la Maison de Bourgogne, sous le titre éclairant de « Le roman de la Rose moralisé », on est en 1483, il insiste sur l'aspect trivial de cette histoire, dont la moralité, ou plutôt l'immoralité, est soulignée. Il qualifie Héloïse de certes fort docte, mais elle fut également, je cite, trop légère et trop naturellement adonnée aux œuvres de l'amour, ce dont le dommage fut grand. Pour cela, elle peut être comparée à l'âme d'une pécheresse éprise de concupiscence. Alors Jean Molinet fait ainsi d'Héloïse une sorte de Marie-Madeleine médiévale, une allégorie de l'âme pécheresse ayant le diable au corps, et rachetée par la grâce quand elle accepte enfin de s'humilier. Alors, en cette fin de Moyen-Âge, Abélard et Héloïse, on le voit, continuent de défrayer la chronique médiévale et parfois interrogent aussi sur leur authenticité. Est-ce trop beau pour être vrai? Alors, c'était l'objet de ma deuxième sous-partie, mais je vais aller plus rapidement puisque l'essentiel a été dit. Je l'avais intitulé « Fausses notes et faux semblants, la part du roman ». Et pour reprendre notre fil d'Ariane, la fameuse chanson « Que reste-t-il de nos amours ?», un des passages dit « Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous ? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. » Eh bien, ce souvenir s'incarne dans leur correspondance, mais peut-être aussi dans les billets doux qui auraient été peut-être retrouvés.
ce sont les lettres des deux amants dont je parlerai rapidement. Entre forgerie et pastiche, est-ce qu'on peut démêler le vrai du faux et les vraies lettres des lettres qui ne sont certainement pas de nos deux amants? En fait, on n'a aucune trace de la diffusion de la correspondance avant le XIIIe siècle. En tout cas, suite à Jean de Meung et puis à Pétrarque, des gens veulent avoir eux aussi leurs manuscrits. Par exemple, Coluccio Salutati, qui est un grand humaniste florentin de la fin du XIVe siècle, il réclame à son tour un exemplaire de la correspondance. Donc ça veut dire que des moines médiévaux ont recopié ces textes. Et ils ont probablement aussi, peut-être recopié fidèlement, mais aussi sélectionné ou trié certaines informations. Première chose qui a donc marqué les partisans de l'inauthenticité, le fait donc de ne pas avoir de manuscrits, on va dire, antérieurs au XIIIe siècle. Deuxième élément, Abélard est oublié dans la Divine Comédie de Dante. Quel lapsus révélateur. Donc dans la Divine Comédie de Dante, il n'est pas question d'Abélard. Pourtant, les premières éditions manuscrites s'étalent entre 1307 et 1321. Et Dante fait allusion à un couple inspiré par deux personnages réels, amenés aussi à entrer dans l'imaginaire poétique sentimental, Paolo et Francesca, dont les amours sont eux aussi contrariés. Mais à aucun moment, il aurait pu faire une comparaison avec Héloïse et Abélard, il ne le fait pas. Donc il n'en fallait pas plus pour les tenants de l'inauthenticité pour s'emparer de cette absence. La preuve de l'absence étant, en quelque sorte, un élément à mettre dans le dossier de l'inauthenticité. Donc l'authenticité de cette correspondance, à notre connaissance, la première remise en cause sérieuse, elle a été faite en 1806 par un dénommé Ignace Fessler. Alors Ignace Fessler, c'est un personnage assez atypique. Je dois l'intervention à Rouen d'Hubert Ekman de pouvoir vous en parler un tout petit peu. Écoutez bien, jugez-en. C'est un théologien jésuite, donc on est au XVIIIe siècle, moine capucin, devenu protestant, marié 3 fois, franc-maçon et rationaliste. Il s'intéresse à Abélard et à Héloïse, et vraisemblablement, il y a beaucoup de projections autobiographiques dans ce qu'il en dit. Pour le dire simplement, il raconte sa vie à travers celle d'Abélard. C'est une espèce de double inversé, si vous voulez, une espèce de précurseur de Spinoza. Et il diffuse en réalité une espèce d'amalgame entre l'Abélard de l'Esprit des Lumières conjugué à la vénération de l'Héloïse romantique. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ce personnage s'appuie sur une analyse du personnage d'Héloïse et il repère des contradictions psychologiques. Les lamentations d'Héloïse sont incompatibles avec ce qu'on sait d'elle comme femme de lettres. Elle ne peut pas être aussi lettrée et autant dans la lamentation. Ce n'est pas possible pour lui. Il y a un autre aspect qui lui fait dire que ce n'est pas possible. C'est un ressort plutôt moral. Il y a trop de complaisance dans les scènes grivoises. Donc Fessler, en fait, est un ennemi paradoxal d'Héloïse. Par amour pour elle, il refuse l'authenticité de la correspondance. Alors quel genre de faussaire Fessler imagine-t-il? Est-ce que c'est Abélard? Non. Selon lui, c'est un penseur qui est libre, qui est courageux, et dont les réponses à Héloïse sont indignes de son érudition. Il parle de sophisme bigot-érotique, pour essayer de la convaincre que leur conversion a été quelque chose de salvateur. Bref, un moine aurait écrit après la mort d'Abélard pour montrer la lutte entre l'ascétisme monastique et l'héroïsme du cœur féminin. Donc les critiques de Fessler vont lui reconnaître une certaine présentation vivante et érudite, et il va faire des émules, si je puis dire, puisqu'en 1841, le philologue suisse Aurélie suggère que c'est un ami du couple qui a écrit le tout après leur mort. C'est le scénario du roman Adieu mon unique, qui sera peut-être évoqué dans la table ronde juste après. On pourrait résumer ça, si vous voulez, par deux choses. Soit on va dire d'un côté que c'est trop beau pour être vrai, donc c'est faux.
Ou alors, quand même, c'est agencé quand même, c'est très bien agencé. Et là encore, est-ce que c'est pas la preuve d'une forgerie? À l'inverse, les partisans de l'authenticité vont dire, dans un premier temps, en tout cas avant que la recherche historique s'y colle de manière plus scientifique, comme on pourrait le dire aujourd'hui, c'est trop beau, c'est trop touchant pour être faux. Pardon. Ça n'a pas pu être inventé. Vous avez vu, j'ai presque fait un néologisme frais pour essayer de trouver une espèce d'accord entre partisans et opposants. En tout cas, la controverse a au moins eu pour mérite de permettre un retour aux sources salutaires. Et effectivement, Jacques Dallarin a daté, avec son équipe en 2005, le manuscrit le plus ancien de 1230. Autrement dit, l'idée, par exemple, émise par Hubert Sylvestre en 1985, qui titre son article « La part du roman », l'idylle d'Héloïse et Abélard. J'ai repris ce titre pour cette sous-partie. Finalement, lui disait « c'est une forgerie, mais de Jean de Meung », en 1290. Donc si le premier manuscrit date de 1230, déjà on peut éliminer cette première hypothèse. Deuxième chose que je voulais évoquer, alors on pourrait se demander effectivement pourquoi en 1230, d'où sort ce premier manuscrit, pourquoi? En fait, j'avais posé la question à Jacques Dallarin qui m'avait dit que les originaux de la correspondance sont peut-être restés, après la mort d'Héloïse et Abélard, au Paraclet. Un peu, vous savez, comme quand on reçoit une lettre et une carte postale, on met ça dans un tiroir et puis on l'oublie pendant quelques années. Et puis, dans une période qui vraisemblablement a été un peu plus compliquée pour l'abbaye, on aurait recopié ces lettres et on les aurait insérées dans un ensemble plus vaste afin de témoigner de l'origine prestigieuse du Paraclet. Vous voyez quand même, c'est pas n'importe qui a fondé ce lieu, c'est Héloïse et Abélard. Et on y aurait ajouté la fameuse lettre 7 et 8 qui présente la règle que propose Abélard à Héloïse. Et on aurait au final une espèce de dossier qui présente une espèce de programme à la fois monastique, spirituel, institutionnel, intellectuel, qui permet de répondre à tous les cas de la vie religieuse féminine. Et Abélard en serait donc le seul auteur, et Héloïse y aurait eu sa part en tant que correspondante. Un deuxième cas d'école s'est posé, mais là je vais aller assez rapidement, c'est les lettres des deux amants. Alors effectivement, les lettres des deux amants sont-elles les courtes lettres de jeunesse d'Héloïse et Abélard? Alors ces lettres, elles sont attribuées simplement à un homme et une femme. Et elles ont survécu parce qu'un moine du XVe siècle les a copiées pour une anthologie. En 1471, un jeune moine copiste du nom de Jean de Veuvre, on sait que c'est 1471 parce qu'il date son travail sur un manuscrit latin de la bibliothèque de l'abbaye de Clairvaux, et il recopie 113 lettres. 65 écrites par un homme, avec la mention V pour vir, donc, qui a donné viril, masculin, le mâle, l'homme, et 48 par une femme, avec la mention M pour mulière, donc femme. Ce recueil de documents, en fait, est resté en l'état et n'a jamais franchi l'étape de l'édition imprimée. Pendant 5 siècles, ces lettres sont oubliées, et elles sont redécouvertes et éditées par un érudit allemand, Ewald Consgen, en 1974. Alors il reste très prudent sur l'identification de cet homme et de cette femme. Et si finalement en 1999, que Constance Muse qui est un historien australien, qui publie La Voix d'Héloïse, traduit ainsi en français, et qui conclut que ces lettres, qui sont la plus longue correspondance connue entre un homme et une femme de l'époque médiévale, ont été écrites par Héloïse et Abélard. Alors, en les attribuant à Héloïse et Abélard, ces lettres peuvent apporter un nouvel éclairage à la compréhension de leur premier rapport. Alors, dans son récit autobiographique, Abélard rapporte qu'il espérait d'abord séduire Héloïse
au moyen d'un échange épistolaire, je cite, « qui nous permettrait de nous écrire avec plus d'audace que nous n'en aurions eu en parlant ». Alors lui écrivant en retour pour réclamer une lettre de consolation, elle oppose au silence actuel d'Abélard, à son égard, les courriers incessants dont il l'inondait quand elle était son amoureuse, pourrait-on dire. Donc on croyait ces lettres et ces chansons d'amour perdues, et c'est ces lettres auquel le manuscrit de Clairvaux nous donnerait accès. Ces messages échangés en secret par les amants sur des tablettes de cire qui auraient été recopiées. Et Sylvain Piron, qui a édité ces lettres en 2005, dit qu'en les restituant à Héloïse et Abélard, certaines allusions deviennent du coup, c'est clair. L'intrigue prend chair, des allusions cryptées se laissent dévoiler. Alors cette attribution ne fait pas du tout l'unanimité, et elle divise les historiens, même si les historiens français, peut-être plus que les historiens anglo-saxons sont peut-être un peu plus partisans de l'attribution, les historiens français beaucoup moins. Guy Laubrichon, par exemple, le biographe d'Héloïse, estime qu'en l'état, c'est indécidable. Alors les partisans de l'authenticité de ces lettres disent que c'est un excès de prudence qui touche les partisans de l'inauthenticité. Et c'est vrai qu'aucun argument rédhibitoire en défaveur de l'attribution n'a jamais été avancé. Alors le plus fort, c'est peut-être celui d'un pastiche érudit, qui reprendrait la correspondance et qu'un lettré se serait amusé à reproduire. Bon, on le voit, la question de l'authenticité, un tel amour peut-il être authentique, est au cœur des préoccupations. Et ce, depuis fort longtemps. On le voit quand même, cette indifférence médiévale est toute relative, finalement. Et elle peut être résumée par le poème de François Villon. François Villon qui disait dans sa ballade des Dames du temps jadis, datée du milieu du XVe siècle et chantée par Brassens dans son album La mauvaise réputation, Villon se demande « Mais où sont les neiges d'antan ? Où est la très sage Héloïse, pour qui fut châtrée, et puis moine Pierre Esbaillard à Saint-Denis, pour son amour eut cette épreuve ». Alors si Villon s'apitoie sur le sort des amants, les temps modernes vont célébrer les retrouvailles avec un nouvel Abélard et une nouvelle Héloïse. C'est la deuxième partie que je vous propose et que j'ai intitulée « Des retrouvailles modernisées entre grand siècle et siècle des Lumières ». Alors c'est entendu, la Renaissance ne tient guère l'âge moyen et ses acteurs en sympathie. L'historien de l'art et l'essayiste anglais Walter Pater, au XIXe siècle, fait même d'Abélard un homme de la Renaissance. Il dit « l'élégance de son art de raisonner, un homme situé quelque part entre l'intellect et l'amour, ne peut être, comme Héloïse, né au Moyen-Âge que par accident. Cette époque frustre et rustre. » Héloïse retrouve, elle, sinon une virginité, du moins une certaine noblesse, puisque dans les recherches de la France en 1607, Étienne Pasquier est plus indulgent, lui attribuant une passion plus intellectuelle qu'une passion charnelle, comme ça avait été le cas à la fin du Moyen-Âge. Ce sont aussi ces qualités intellectuelles qu'admire en 1618 Bertrand d'Argentré dans son Histoire de Bretagne. Et finalement, une nouvelle figure va s'imposer, ce que Florence fixe, et je reprends son expression, c'est celle du pédant et de l'exalté, entre préciosité et galanterie au XVIIe siècle. Alors si le XVIIe siècle a surtout été le siècle de Saint Bernard, le grand adversaire d'Abélard, c'est l'époque de la contre-réforme, donc on va chercher chez le dernier des pères de l'Église de quoi batailler contre les protestants notamment. Le XVIIe siècle voit aussi le retour en grâce et par le biais de l'imprimerie de nos deux amants. Alors la première édition imprimée, elle est datée de 1616 dans une édition princeps qui est chère à la CPA et que vous pouvez voir dans l'exposition consacrée à Héloïse et Abélard, puisque grâce à un de nos membres, François-Xavier Moinet, nous avons la chance d'en détenir un exemplaire depuis 2021. Il était vendu 900 € sur le Bon Coin. Ça ne s'invente pas, histoire vraie. On commence donc à se pencher, depuis cette édition de 1616,
de manière plus scientifique sur nos deux protagonistes, puisque le conseiller d'État François d'Amboise et l'historiographe André Duchesne publient pour la première fois l'essentiel des ouvrages d'Abélard. On peut vraiment dater, si vous voulez, le début des recherches érudites sérieuses sur Héloïse et Abélard de cette date, 1616. Dans son dictionnaire historique et critique qui est publié en 1697, Pierre Bell consacre plusieurs articles en lien avec nos deux amants. Le chevalier de Jaucourt, qui va consacrer un article au Palais, que je vous encourage à lire, c'est trouvable sur Internet, dans le tome 11 de l'Encyclopédie, page 772, il écrit ceci. « Voyez dans Bayle son article, joignez-y les articles Héloïse et l'article Béranger de Poitiers, c'est un défenseur d'Abélard au Concile de Sens, et François d'Ambroise, donc un des éditeurs de 1616, et il dit « Vous aurez dans le même dictionnaire l'histoire complète d'Abélard ». Entre ces deux bornes chronologiques, le mythe des deux amants va connaître un surcroît d'intérêt au siècle de la galanterie qui est mieux disposé à goûter ses singularités, même si c'est encore sous l'angle de la morale que l'on aborde encore l'affaire. Le pape Paul V, pape de 1605 à 1621, fait mettre à l'index la correspondance, vous vous en douterez, elle est jugée trop érotique, des deux amants, dans le prolongement de ce qu'on pensait au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge. Certains auteurs continuent d'être très sévères contre Héloïse, puisqu'en 1642, dans le nouveau recueil de lettres des dames tant anciennes que modernes, François de Grenaille en fait une pécheresse repentie. Rappelez-vous Marie-Madeleine médiévale. En 1675, dans les Amours d'Abélard et d'Héloïse, l'avocat grenoblois Jacques Alluy la présente comme une adolescente dévergondée qui a séduit Abélard. Et c'est du XVIIe siècle, finalement, que va dater le zèle déréglé des traducteurs, dont celui de Bussy-Rabutin, qui paraît lui avoir donné l'essor. Alors, c'est pas le premier à exhumer, à l'époque moderne, la romance d'Héloïse et Abélard, mais il a contribué à réinventer et à répandre la légende. Alors, quelques mots sur ce personnage. Il est lieutenant général des armées du roi, c'est un coquin courtisan. Alors, il a perdu la faveur de Louis XIV parce qu'il a raillé ses amours avec mademoiselle de la Vallière. Et écrivain qui ne pouvait que savourer les aspects libertins de l'affaire. En 1687, dans son Histoire amoureuse des Gaules, il fournit au lecteur une traduction française très libre des vers des deux amants, habillement habillés au goût du temps, à tel point que précieuses et précieux pouvaient s'y contempler comme dans un miroir. Cette version fantaisiste allait connaître une grande fortune. Il écrit à sa cousine, Madame de Sévigné, les lignes suivantes. « Il n'est pas, ma chère cousine, écrivit-il à sa cousine le 12 août 1687, que vous n'ayez ouï parler d'Abélard et d'Héloïse, mais je ne crois pas que vous ayez jamais vu de traduction de leurs lettres. Pour moi, je n'en connais point. Je me suis amusé à en traduire quelques-unes, qui m'ont donné beaucoup de plaisir. Je n'ai jamais vu un plus beau latin, surtout celui de la religieuse, ni plus d'amour, ni d'esprit qu'elle n'en a. » Alors Madame de Sévigné lui répond et lui dit « Nous croyons que vous avez tout au moins donné de l'esprit à Héloïse, tant elle en a. » Notre ami Corbinelli, qui connaît l'original, dit que non, mais que votre français a des délicatesses et des tours que le latin n'a pas. Et sur parole, nous n'avons pas cru le devoir apprendre pour avoir plus de plaisir à cette lecture. Nous sommes persuadés que rien n'est au-dessus de ce que vous avez écrit. Alors certains lettrés français, comme anglais d'ailleurs, des XVIIe, XVIIIe et même du XIXe siècle, ne goûtent guère le latin très cicéronien. Pour le dire autrement, c'est la langue de l'Église, c'est la langue du droit, c'est la langue de la théologie. C'est pas vraiment la langue de l'amour, en tout cas à leurs oreilles. Donc, ils vont passer par des traductions, mais en réalité, ce ne sont pas des traductions au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire des traductions fidèles. Ce sont plutôt des réinterprétations. Les poètes se font ainsi garants du sentiment amoureux, mais pas de l'exactitude historique. Alors, qu'est-ce que ça donne, cette traduction libre et en prose de Bussy-Rabutin ? Je vous en donne un court extrait. « Ah, si vous m'aviez aimé avec délicatesse, les serments que je vous faisais, les transports dont ils étaient accompagnés,
les caresses innocentes que je vous prodiguais, tout cela ne devait-il pas vous consoler ? Quand Octave Gréard traduit du latin sans fioriture, un siècle et demi plus tard, le même passage, le même, donne « Mes mains revenaient plus souvent à ses seins qu'à nos livres ». Vous voyez, petite différence quand même. Bon, si à la fin du Moyen-Âge, Héloïse avait été la très sage Héloïse pour Villon, Bussy-Rabutin et Madame de Sévigné vont en faire une héroïne galante et précieuse. Alors, comme l'écrit très joliment Laurent Avzou, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, Héloïse aime à la manière des précieuses. On lui prêtera des quartiers de noblesse, une beauté altière, des mines élaborées. Elle aura le souci de sa gloire, une pudeur un peu mièvre et énigmatique et de cyniques hardiesses. Il lui faudra des billets doux, des déclarations enflammées. Abélard, lui, est devenu l'amant idéal selon le code de l'amour précieux. Une passion contenue, à la fois flagrante et réservée. C'est un homme de qualité qui tâche de se faire pardonner par un léger badinage, le XVIIe siècle ayant horreur de la pédanterie. Il écrit de tendres billets, fait des pointes et écrit des madrigaux, une espèce de courte pièce de vers galant. Donc la mue est un peu plus ardue pour Abélard, qui est un austère théologien dont il fallait faire, toujours selon Laurent Avzou, un héros léger, spirituel et badin pour le XVIIe siècle. C'est donc un Abélard rajeuni de 10 ou 15 ans qui entre en scène chez Bussy. Il est poudré de frais, il est costumé, il est si peu moine qu'il fait plutôt abbé de cour, et il est savant tout en s'excusant de l'être. Alors c'est un curieux avatar qu'un maître du XIIe siècle transmué en maître de galanterie du XVIIe siècle. Bon. En tout cas, la traduction de Bussy-Rabutin est restée néanmoins pendant quasiment plus d'un siècle le modèle de tous les imitateurs, prosateurs et poètes. Comme l'écrit Monsieur de Beauchamp, « Je n'ai point suivi l'original latin, les savants le trouvent mauvais, je leur dirais sans chercher à m'excuser qu'en 1687, Monsieur le comte de Bussy ne s'y est point assujetti et qu'il s'en est bien trouvé. » Voilà. Donc les écrits d'Héloïse et Abélard ne circulent quand même que dans les cercles libertins jusqu'au XVIIIe siècle et plutôt sous forme de commentaires ou d'adaptations que sous leur forme originale latine. Quand même, le XVIIIe siècle va être, peut-être plus encore que le XIXe siècle romantique, va ériger Héloïse et Abélard en symbole de l'amour malheureux. Alors, est-ce qu'Héloïse aurait pu chanter « Je suis libertine », comme dirait Mylène Farmer ? Non, parce que l'Abélard nouveau et la nouvelle Héloïse que va nous proposer le XVIIIe siècle, c'est une espèce de revisite située quelque part entre encyclopédiste et pré-romantique. Le XVIIIe siècle, peut-être plus qu'aucun autre, va plébisciter, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas forcément le XIXe siècle, alors même si, bien sûr, c'est le siècle du romantisme, mais vraiment le siècle des Lumières va plébisciter Héloïse et Abélard. Déjà parce que plusieurs ouvrages érudits vont venir enrichir les sources. Par exemple, en 1717, des bénédictins vont mettre au jour en Savoie le traité écrit par Abélard pour son fils, Astrolabe. Dans les années 1720, l'éthique d'Abélard est publiée. Et entre 1720 et 1723, un ancien abbé cistercien de la Trappe, qui s'appelle Don Gervaise, va faire paraître en 2 volumes la vie d'Abélard et d'Héloïse. Alors cette vie d'Abélard et d'Héloïse, qu'il adresse, qui est dédiée à Madame de Royer de Roussy de La Rochefoucauld, c'est une lointaine successeuse d'Héloïse à la tête de l'abbaye du Paraclet. Et elle est suivie des véritables lettres d'Abélard et Héloïse, suivies d'une nouvelle édition en 1796. Alors, Don Gervaise est indigné des faussetés romanesques de l'âge précédent. Et bien qu'il ait lui-même été accusé de débauche par Saint-Simon, Don Gervaise s'attarde sur la fin chrétienne de ses héros. Il invente même de toutes pièces la peinture de la douleur d'Héloïse à la mort d'Abélard et celle des derniers moments de l'abbesse du Paraclet. Finalement, un travestissement répond à un autre. Don Gervaise, par exemple, qui veut rétablir la vérité morale, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il va censurer les passages les plus osés. Et dénonçant la légende,
il s'y glisse à son tour. De sorte que on a à nouveau sédimentation dans l'histoire d'Héloïse et Abélard, et les lettres vont être également publiées en 1714 en Angleterre, nouvellement publiées en 1728. En France, les traductions se multiplient et on voit apparaître, signe du succès de l'affaire, on voit apparaître de fausses lettres. 1695, 1697, 1699, 1780. Alors après les faussement authentiques, les authentiquement fausses. On n'en sort pas, décidément. Mais finalement, c'est l'épître d'Héloïse, paru en 1717, du poète et écrivain anglais Alexander Pope, qui va rafler la mise. Alors, Alexander Pope va populariser le couple malgré la mise à l'index papal du siècle précédent. En effet, l'un des grands succès de ce mélange, désormais inextricable entre histoire et fiction, réalité et mythe, va être l'œuvre de ce poète et de cet écrivain anglais qui s'est procuré un exemplaire des lettres et va en donner une version très personnelle, mise au goût du jour, d'une sensibilité assez grandiloquente. Il s'agit en fait d'une lettre fictive d'Héloïse à Abélard qui est intitulée Eloïsa to Abélard. Le succès va être considérable avec 25 rééditions en vers, en prose, traduits en plusieurs langues, dont le français. Celle de Charles-Pierre Collardot paraît en 1758. Alors on y voit une Héloïse dans son couvent qui exprime en alexandrin le déchirement cornélien que lui cause l'amour très charnel qu'elle éprouve pour Abélard. Je vous cite un seul passage, assez court. « Que le sort de l'irréprochable Vestale est heureux, le monde oubliant par le monde oublié, éclat éternel de l'esprit immaculé, chaque prière est exaucée et chaque souhait décliné. » Alors, c'est assez énigmatique, mais peut-être que vous allez faire le lien entre ce poème de 1717, Nos deux amants, et un film de 2004. Si je vous dis le titre en anglais, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est un film avec Kate Winslet et Jim Carrey. Alors le titre du film, littéralement traduit en français, l'éclat éternel de l'esprit immaculé, ou soleil éternel de l'esprit impeccable, ou sans tache. Alors, ils ont laissé le titre original en France, le titre anglais. Il faut dire que traduire par du soleil plein la tête, comme l'ont fait les Québécois, aurait été probablement moins poétique. Bon, toujours est-il que ce titre de film reprend l'épître de Pope. Et cet extrait dit la chose suivante. En fait, Héloïse, elle écrit à son amant, et elle fait référence aux nonnes, ces femmes chastes qui, coupées du monde et dévouées uniquement à Dieu, n'ont pas eu à souffrir des conséquences de l'amour terrestre comme elles. Ces vierges vivent hors du siècle et réciproquement, le siècle les oublie. Alors, pour paraphraser une célèbre sentence, « Heureux les pauvres d'esprit », heureuses les ignorantes de l'amour. Pourrait-on résumer un peu ce passage, Il y a du bonheur dans l'ignorance. C'est une sorte de sommeil profond, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'anxiété, mais il n'y a également pas de plaisir. Et cela peut paraître insipide, et c'est finalement la dévotion à Dieu qui comble ce vide. Et finalement, dans le dernier vers, Héloïse est heureuse que ses prières pour que sa perte de mémoire des tribulations passées ait été exaucée. Elle arrive quelque peu à oublier les blessures de cet amour de jeunesse. Finalement, le sort des nonnes est enviable, like a virgin, comme chantait Madonna. Ceci étant, l'idée, si vous voulez, c'est bien que ce passage va avoir un succès inouï. Ce passage, d'ailleurs, va beaucoup choquer Chateaubriand, qui fera une réponse, je vais y revenir. Ce succès inouï, en tout cas, du poème d'Alexander Pope, va ouvrir l'ère du pré-romantisme. Et Diderot ne cache pas non plus son admiration pour cette femme qui préfère à toutes les félicités l'amour d'un philosophe. Il dit « J'ai été occupé toute la matinée d'Héloïse et Abélard. Elle disait « J'aimais mieux être la maîtresse de mon philosophe que la femme du plus grand roi du monde. Et je disais, moi, combien cet homme fut aimé. »
Dans cette lettre à Mademoiselle Voland, donc Diderot parle de la correspondance, et Madame du Deffand est profondément agacée par la vogue de cette histoire baroque. Elle écrit le 2 janvier 1766 à Horace Walpole qu'elle ne ressemble pas du tout à l'héroïne Héloïse, dont elle déteste les lettres. Je cite « Soyez Abélard si vous voulez, mais ne comptez pas que je sois Héloïse. Est-ce que je vous ai dit toute l'antipathie que j'ai pour ces lettres ? J'ai été persécuté de toutes les traductions qu'on en a faites et qu'on me forçait d'entendre. Ce mélange, ou plutôt ce galimatia de dévotion, de métaphysique, de physique me paraissait faux, exagéré, dégoûtant. » Vigoureuse, hein, Madame du Deffand. Alors même son ami Voltaire n'hésite pas un petit peu à la titiller et à la comparer à Héloïse et à jouer avec elle le rôle d'Abélard, en comparant la castration de ces derniers à sa propre impuissance sexuelle, l'âge avançant. Bon, Voltaire justement qui, en 1774, se dit ému à la correspondance des deux amants, puisqu'il écrit au libraire André-Charles Caillot « Monsieur, quoique j'avance à pas de géant à mon 16e lustre, et que je sois presque aveugle, mon cœur ne vieillit point. Je l'ai senti s'émouvoir au récit des malheurs d'Héloïse et Abélard. » Alors, il vante la traduction de Pope, il apprécie visiblement l'angle stylistique qui a été choisi, et il reproche à Bayle, dans son dictionnaire, d'avoir écrit qu'Abélard s'amusait à tâtonner Héloïse en lui apprenant le latin. Et le coquin Voltaire écrit à Caillot, il aurait quand même pu dire plus clairement qu'il lui tâtait les seins. En tout cas, le succès de ces adaptations de la correspondance fait dire à Fréron que jamais histoire amoureuse n'a tant fait de bruit que celle d'Abélard et Héloïse. Il n'y a jamais eu non plus qui ait coûté tant de larmes au cœur sensible et tant de vers au poète. Toute traduction étant une trahison, d'Alembert écrit à Jean-Jacques Rousseau ces quelques lignes. « Quand vous dites que les femmes ne savent ni écrire ni sentir l'amour même, il faut que vous n'ayez jamais lu les lettres d'Héloïse ou alors que vous les ayez lues dans quelques poètes qui les aura gâtées. » Héloïse intéresse pourtant Rousseau, parce qu'il va profiter de la popularité de cette histoire pour publier en 1761 le roman sentimental que vous connaissez sûrement, Julie ou la nouvelle Héloïse, que Madame du Deffand, toujours elle, juge contraire aux bonnes mœurs. Un peu excessif de la part d'une marquise qui n'a pas toujours été un modèle de vertu. Plutôt qu'une traduction, c'est plutôt une belle infidèle, puisque Rousseau va se référer directement à la passion entre Héloïse et Abélard. Alors pourquoi Julie d'Étanges, l'héroïne de Rousseau, est appelée la nouvelle Héloïse ? Parce que, comme Héloïse avec Abélard, elle va tomber amoureuse de son précepteur, Saint-Preux. Et l'ouvrage est intitulé à l'origine « Lettres de deux amants habitant d'une petite ville au pied des Alpes ». Et en dépit du genre romanesque, Rousseau y expose une éthique de l'authenticité, tiens, la revoilà, et préférée aux principes moraux traditionnels. Cette maintes fois rééditée, c'est vraiment un grand succès de librairie de la fin du XVIIIe siècle. Alors l'histoire est un petit peu différente, puisqu'à la fin, le roman aboutit au mariage. Donc on a finalement le triomphe du monde sanctifié par le christianisme. Mais quand même, l'ouvrage va connaître un grand succès. Et là encore, il est l'effet lointain mais toujours percutant de la correspondance entre un homme et une femme, cette fois du XVIIIe siècle. Alors dans son ouvrage, Rousseau fait dire à Saint-Preux, écrivant à Julie, « Quand les lettres d'Héloïse et Abélard tombèrent entre vos mains, vous savez ce que je vous ai dit de cette lecture et de la conduite du théologien. J'ai toujours plaint Héloïse, elle avait un cœur fait pour aimer. Mais Abélard ne m'a jamais paru qu'un misérable digne de son sort et connaissant aussi peu l'amour que la vertu. » Alors Rousseau s'approprie la figure d'Héloïse et délaisse celle d'Abélard, refoulant la question de la castration et de l'impuissance. Alors Voltaire, lui, va prendre la défense d'Abélard et il est assez sévère avec son rival genevois. Et il lui écrit la chose suivante. Il lui reproche justement d'avoir retranché, c'est le cas de le dire, l'épisode de la castration, et il lui dit « Ce sont les aventures et les opinions de Jean-Jacques
qu'on lit dans la nouvelle Héloïse et que malheureusement vous n'avez pas lu. Alors sans la castration, peut-on parler d'un nouvel Abélard ? Eh bien, c'est justement le titre d'un roman que publie en 1778 Restif de la Bretonne, Le Nouvel Abélard, ouvrage dans lequel l'auteur du pornographe se montre beaucoup moins romantique que Jean-Jacques. Bon, la série continue avec d'autres parutions. En tout cas, l'épisode n'est pas seulement le sujet d'une littérature de loisirs ou de pure érudition. Il est utilisé dans l'arsenal des partisans comme des adversaires des Lumières. Alors pour les premiers, les deux amants sont les victimes de l'oppression cléricale, et pour les autres, et notamment du fanatisme de Saint-Bernard, alors que pour les seconds, il s'agit d'un couple de débauchés, de libertins, qui font l'apologie de l'amour libre. Alors finalement, un domaine qui a été assez peu étudié par celles et ceux qui traquent les allusions à nos deux amants dans la littérature et qui mériterait peut-être qu'on y consacre une synthèse, d'autant que le fabuleux site de la BNF Retro News rend la tâche moins prométhéenne, c'est le domaine de la presse écrite, où l'on voit qu'au XVIIIe siècle, on passe de 1 article à 14. Alors la révolution et la liberté de la presse sont passées par là, mais sans cesse, on verra, notamment au XIXe siècle, que le nombre de titres ne va pas cesser. Finalement, le XIXe siècle, que dans ma dernière partie, essayer de conclure assez rapidement, je l'ai intitulé Abélard, Héloïse avant Abélard, retour de flamme et feu étouffé au prisme du romantisme et de l'époque contemporaine. Généralement, c'est le XIXe siècle qui va tirer son épingle du jeu dans la représentation d'Héloïse et Abélard, tant les deux amants y ont fait parler d'eux, notamment avec le transfert de leurs restes au cimetière du Père-Lachaise. Force est de constater que le romantisme a effectivement, comme jamais, su sublimer leur histoire. Siècle par excellence de la fabrique culturelle et littéraire du Moyen-Âge, le XIXe siècle peut être vu et peut donc servir, sinon de juge de paix, du moins d'observatoire privilégié, celui du cléricalisme, de la libre pensée, du romantisme, mais aussi de quelques facéties théâtrales qui vont parler de nos deux amants. Alors, pour les romantiques, une telle histoire d'amour malheureux, c'est un sujet idéal. En 1802, Chateaubriand attire l'attention de toute la génération romantique sur la voix d'Héloïse, dont il vante la puissance dans le livre 3 du génie du christianisme. Alors, il fait d'elle le modèle de la lutte victorieuse de l'esprit sur la chair, grâce à la force des sentiments chrétiens. Bon, il oublie un peu vite qu'en l'occurrence, la vertu a été assez aidée par le couteau des castrateurs, mais bon. C'est en tout cas un morceau de bravoure que nous offre Chateaubriand. Héloïse aime, Héloïse brûle, mais là s'élèvent des murs glacés. Il parle du monastère notamment. En 1853, Lamartine, dans son Héloïse et Abélard, qui est sorti d'abord sous forme de feuilleton, notamment dans la presse régionale, exalte la force d'esprit d'Héloïse. Ici, comme toujours, le cœur de la femme fut viril, le cœur de l'homme fut féminin. Héloïse devient véritablement une espèce de sainte de l'amour, pour reprendre une expression de Lamartine, et l'objet d'un véritable culte, de même que le tombeau du Père-Lachaise, symbole des amours malheureuses, est devenu lieu de pèlerinage depuis les années 1820-1830. Alors je ne développe pas trop sur le tombeau du Père-Lachaise. Sur la chaîne YouTube de la CPA créée par Laurent Tessier, vous pourrez retrouver l'intervention que j'ai faite à Rouen en vidéo sur justement l'ultime mise au tombeau du Père-Lachaise, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce sujet. En tout cas, les peintres vont multiplier les représentations du couple. Alors vous pourrez les voir, je ne vais pas forcément toutes vous les montrer parce que la plupart sont visibles dans l'exposition et malheureusement la lumière ne rend pas hommage à toutes ces interprétations. On peut relever quand même quelques traits communs. Les romantiques férus d'ambiance médiévale, avec troubadours, croisés d'ogives, vont applaudir et s'en donner à cœur joie, avec quelques thèmes préférentiels, les pleurs d'Héloïse devant le tombeau d'Abélard, la fameuse leçon
d'Abélard à Héloïse, mais également Héloïse embrassant la vie monastique. Finalement, le théâtre va être encore plus abondamment sollicité. Alors les œuvres ne sont pas toujours de grande envergure. On a par exemple en 1836 une pièce de théâtre avec un trio comique formé, je vous le donne en mille, par Héloïse, Abélard et Bernard. D'ailleurs, cette pièce s'arrête avant la prise de voile d'Héloïse. Sa vie semble s'être arrêtée après l'épisode Abélard. Il n'y a rien eu d'autre après. Bon. Héloïse et Abélard deviennent aussi le titre d'une opérette en 3 actes, jouée en 1872, et avec ses dérives sentimentales, comiques, tragiques, poétiques, nous sommes bien loin de la vérité historique. Et c'est souvent Héloïse qui ont subi l'altération la plus nette. Alors Abélard aussi parce que vous imaginez bien qu'avec le supplice dont il a été victime, l'humour le plus grivois s'immisce dans les représentations du couple, notamment dans les caricatures de presse que l'on peut trouver à cette époque. Vous avez par exemple ici Héloïse et Abélard qui dînent devant la tour Eiffel, et Abélard ayant vu qu'au menu il y avait du chapon, il dit à Héloïse « ça me la coupe ». Bon. Pas toujours très raffiné, mais bon, assez drôle. Finalement, et là encore j'irai assez vite, le XIXe siècle va être l'objet d'importantes recherches dans les milieux universitaires qui vont permettre de mieux connaître finalement les œuvres d'Abélard et partant d'Héloïse. Alors on peut citer les travaux de François Guizot, on peut citer ceux de Charles de Rémusat, on peut citer ceux de Victor Cousin, et puis on peut évidemment citer Michelet dans son Histoire de France. Alors Michelet d'ailleurs, qui présente, les présupposés romantiques sont aussi chez Michelet, parce qu'il présente Héloïse comme une pauvre orpheline. Comme une pauvre orpheline d'origine incertaine, toute jeune, belle, alors qu'Abélard, lui, était un beau jeune homme, brillant, aimable, de noble race. Quant à l'histoire d'amour entre le professeur et l'étudiante, elle est expédiée en 4 mots. On connaît le reste. Bon. Alors, on va avoir de plus en plus de versions, sinon scandaleuses, comme ça va être le cas avec la version de Marc de Montifaut, qui est un pseudonyme pour une femme qui va écrire une version très grivoise en 1873 de cette passion. On va avoir quelque chose par la suite qui va davantage appuyer sur le dévouement d'Héloïse en tant qu'épouse. Alors ça s'accorde à l'époque du triomphe de la bourgeoisie, avec la fameuse matrone bourgeoise qui tient la maison. Alors c'est rigolo parce que Héloïse ne voulait surtout pas devenir matrone, et là justement, par le prisme du dévouement exemplaire de la femme à son mari, ainsi de Pénélope avec Ulysse, ou aussi Lucile Desmoulins à l'égard de Camille. Alors là c'est la nouvelle Héloïse encore qui est lue. On va finalement patrimonialiser puis républicaniser Héloïse, qui devient à nouveau davantage l'étudiante, la femme savante, et Abélard davantage le professeur que finalement les deux amants. On a une espèce de moralisation au cours de la Troisième République. Et c'est finalement la supériorité morale de la femme que va célébrer Auguste Comte en 1904. Alors je pourrais revenir pendant les questions, si vous le souhaitez, sur le XXe siècle, qui est un siècle qui m'intrigue, parce que si je regarde un tout petit peu le cas de la presse, il va y avoir une chute. Alors vous ne le voyez pas, mais un seul chiffre. Vous avez à peu près 4000 articles de presse qui sont écrits sous la Troisième République. On va passer pendant la Première Guerre mondiale, même si on peut imaginer qu'il y a d'autres choses à parler, évidemment, à 48. Et la chute continue, puisque l'entre-deux-guerres, c'est 745, on a une remontée. Seconde Guerre mondiale, à nouveau une chute qui va s'amplifier avec le gouvernement provisoire, la Quatrième République. Évidemment, il faut prendre en compte la durée de chaque régime politique, mais on a quand même une éclipse.
Alors, si vous me posez la question, je ferai 3 hypothèses sur cette éclipse. Je vais conclure, pour pas trop dépasser le temps, en vous disant et en espérant avoir réussi à vous montrer finalement que est-ce que j'aurais dû intituler mon intervention finalement avec le temps va, tout s'en va. Je ne crois pas. Déjà parce que nous sommes là et réunis pour parler d'Héloïse et Abélard, et puis parce que finalement le temps de la mémoire, ou plutôt des mémoires, dès le Moyen-Âge, s'est emparé de leur histoire. Et à travers de multiples relectures, jusqu'au XIXe siècle, où l'iconographie va témoigner essentiellement d'une réception médiévalisante, telle qu'on imagine le Moyen-Âge, à travers les 2 amants. Alors, est-ce qu'ils ont été traités de la même manière par la postérité ? Non. Oui et non, si je reprends un ouvrage d'Abélard. Parce que, d'un côté, vous avez Abélard qui a remarquablement échappé au destin de s'estomper en une vulgate. Chaque siècle se projette sur lui. On a l'Abélard des Lumières, l'Abélard du romantisme, du rationalisme, du progressisme, du marxisme, et j'en passe. Je vous montrerai que les néo-féministes lui reprochent son comportement avec Héloïse, et certaines féministes actuelles enjoignent Héloïse à balancer son porc. Là encore, je pourrais vous en toucher 2 mots. Argument qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main, mais qui mérite, je pense, une vraie explication. Quant à Héloïse, c'est une muse. Un modèle de femme lettrée, mais aussi de dévotion qui va être célébré. Dès le Moyen-Âge, sa réticence vis-à-vis du mariage, et puis héritage du XVIIIe siècle, sa réticence vis-à-vis de la vie monastique. Tout ça va être mis en lumière, et si je parle du couple, la 3e entité, tour à tour figure galante, lyrique, rousseauiste, romantique. Héloïse et Abélard sont réinventés finalement constamment, et on oscille entre le sublime au scabreux, il faut bien le dire. J'en termine par un dernier mot. En 1913 a eu lieu une conférence ici. Je reviendrai là-dessus si vous avez des questions sur Héloïse balance ton porc. Il y a eu une conférence en 1913, donc il y a 110 ans, au Palais. Un monsieur Jules Simon, qui visiblement a fait une brillante conférence. Je ne sais pas si on dira la même chose de moi dans la presse, mais en tout cas, il est question de cela. Et l'article de conclure par une réflexion très ingénieuse adressée à Abélard, qui termina cette conférence de monsieur Jules Perrin. Il s'adresse à Abélard. Vous avez fait pleurer aux philosophes, mais ce crime vous a servi, car dans les plaintes et les soupirs d'Héloïse, votre nom est venu jusqu'à nous. Sans l'amour de cette femme, on n'aurait pas tant étudié votre philosophie. Et la tombe du Père-Lachaise où vous dormez ne refleurirait pas éternellement sous des mains inconnues, les mains de ceux qui, au-dessous de vous, n'ont que l'amour et par conséquent la souffrance. Quand on cite vos noms, c'est d'abord celui d'Héloïse. Quand on parle de vous, on dit Héloïse et Abélard. Finalement, Abélard aurait-il apprécié totalement qu'on se souvienne surtout de lui pour sa romance avec Héloïse, pour sa cour au nom de Vénus, plutôt que ses cours à l'enseigne de Minerve? Peut-être pas totalement, mais force est de constater que si Abélard a survécu, c'est aussi par et dans sa légende. Pour le dire de manière plus rapide, Héloïse a éternisé Abélard, de même qu'Abélard a éternisé Héloïse. Je vous remercie de votre attention et je m'excuse d'avoir été un peu long. Je me permettrai de dire 2 choses peut-être à propos, comme je vous le disais, de Abélard, prédateur sexuel, et Héloïse, balance ton porc. Si vous me le permettez, et si ça vous intéresse, bien sûr. L'exposition est intitulée « L'invention d'un mythe ». Et une troupe de théâtre a
féministes, d'un collectif de féministes qui s'intitule Matrimoine, fait une pièce de théâtre à Paris, dans le 5e arrondissement, en 2021, donc c'est assez récent, sur, je cite, l'autopsie d'un mythe. Et ils y présentent Abélard, ou plutôt Héloïse, comme étant sous l'emprise d'Abélard. Alors, Abélard n'était pas un saint. Ça, personne ne l'a dit. C'est bien Bernard qui a été déclaré ainsi à sa place. Mais de là à en faire un port du XIIe siècle, et Héloïse faire d'elle une femme uniquement sous le statut de victime, me paraît être un pas que les nouveaux censeurs, pourrait-on dire, du XXIe siècle ont, au nom de combats fût-ce légitimes, ô combien légitimes, il me semble qu'ils ont allègrement franchi quelque chose qui est discutable. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que l'ignorance du contexte les conduit à appliquer à des sujets du passé les critères d'évaluation du présent. On pourrait même dire du présentisme. Les convoquer au tribunal de l'histoire, revisiter une énième fois finalement, parce que c'est pour ça que j'avais intitulé ça les derniers avatars d'une relecture. On a une nouvelle relecture finalement. Si c'est pour dire accusé, levez-vous, je ne suis pas sûr que la compréhension historique y gagne. Est-ce qu'en projetant nos présupposés moraux sur cette idylle, est-ce que ça nous aide à mieux les connaître? Sur la question d'Abélard, est-il un féministe finalement? Vous connaissez peut-être cette blague qui consiste à dire un féministe, c'est un misogyne qui aime les femmes. Alors, est-ce que Abélard était un misogyne qui aime les femmes? Je ne suis pas sûr. Je pense que Abélard avait intégré les présupposés de son temps, et Héloïse aussi d'ailleurs, qui consistait à dire que la femme était naturellement assujettie à l'homme. Ça nous plaît pas, en tout cas au XIIe siècle, c'était comme ça qu'on voyait les choses. Et Abélard ne fait pas de discours là-dessus, ne revient pas là-dessus. En revanche, là où on peut peut-être lui être gré de quelque chose, c'est qu'il propose dans la règle aux nonnes du Paraclet, il dit que pour finalement élever la femme, il faut lui proposer l'étude. Pas seulement une discipline stricte qui va étouffer ces élans charnels auxquels elles sont, par leur faible nature féminine, plus sujettes. Non, c'est pas par cette discipline, cette rigueur, cette macération du corps presque, qu'on va y arriver, mais au contraire, c'est par l'étude. C'est parce qu'on va faire des femmes savantes qu'on va peut-être pouvoir les élever davantage. Alors, je ne sais pas si on peut dire que ce discours est féministe, je n'irai pas jusque-là, mais voilà, c'est une conception médiévale. Je tenais à en parler parce qu'en fait, si jamais vous faites des recherches sur Héloïse et Abélard sur Internet, par exemple, vous trouverez probablement, parce que c'est issu d'un article d'Actuel Moyen-Âge, qui est un blog qui consiste à faire des parallèles, des concordances des temps, par des historiens médiévistes, entre le présent et le passé. Et donc, plutôt qu'une bleuette médiévale, telle que les romantiques en ont fait, ils préfèrent voir dans l'aventure entre Héloïse et Abélard une violence sexuelle, on va dire, commise par un homme. Donc évidemment, ça suppose, comme je le disais tout à l'heure, discussion, et encore une fois, en essayant de se départir de présupposés idéologiques. Si vous avez des questions, oui, n'hésitez pas, madame. Alors, une question toute simple. Est-ce oui. qu'Héloïse a un nom de famille? Alors, vous savez qu'au Moyen-Âge, il y a
pas encore de nom de famille, on utilise plutôt les lieux où ils sont nés, où ils ont vécu. Donc on va plutôt dire Héloïse d'Argenteuil, puisqu'elle va être éduquée au couvent d'Argenteuil, comme ça a été dit par monsieur Verger. Alors était-elle de la famille des Garland? Dans ces cas-là, Héloïse de Garland. Monsieur Verger, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas d'opinion, c'est ce que dit l'Autrichon, en tout cas, il y a quand même beaucoup travaillé là-dessus. C'est ce que suggérait déjà un peu Gauthier. Ce qui paraît, qui parle beaucoup, c'est qu'elle était noble, voilà. Mais bon, après tout, si elle est apparentée à Fulbert, quasi-totalité des chanoines de Notre-Dame à cette époque l'étaient. Oui. Ça n'a rien d'extraordinaire. Le fait qu'elle était élevée à Argenteuil, qui était un couvent aristocratique, un couvent royal, qui avait été rétabli par l'épouse du Capet, c'est bien. Oui. C'est un couvent qui accueillait également les jeunes filles de bonne famille, disons. Donc oui, elle était donc ça, par ailleurs, bon, comme tout le monde sait, on est renseigné, enfin, on connaît au moins le nom de sa mère, qui est cité dans l'obituaire du Paraguay. Hersande. On ne connaît pas le nom de son père. Si jamais, alors est-ce qu'il avait disparu tôt? Est-ce que c'était, comme on l'a souvent dit, une fille naturelle? Ça. Si vous me le permettez également, rapidement, je vous disais, le XXe siècle m'intrigue. Pourquoi, alors sinon un désamour, du moins une relative désaffection pour Héloïse et Abélard. Et ça peut être résumé en fait par une formule de Flaubert qui est dans l'exposition, que vous verrez ici. Abélard, inutile d'avoir la moindre idée de sa philosophie, ni même de connaître le titre de ses ouvrages, faire une allusion discrète à la mutilation opérée sur lui par Fulbert, tombeau d'Héloïse et d'Abélard, si l'on vous prouve qu'il est faux, s'écrier, vous m'ôtez mes illusions. Alors, est-ce que c'est une philosophie trop difficile et un personnage qui n'est plus en odeur de sainteté, notamment en raison de son comportement avec Héloïse? D'autant plus que notre pays, entre-temps, est devenu laïque, avec l'adoption de la loi de 1905. Alors, se référer à un théologien futile atypique ne devient-il pas davantage problématique dans l'ex-patrie de la fille aînée de l'Église? J'appuie cette hypothèse, cette intuition plus qu'une hypothèse, par le fait que l'université de Nantes n'a pas voulu être rebaptisée Université Pierre-Abélard en 2001. Bon. Deuxième hypothèse, ça serait lié à la question de l'authenticité. À la fois sur la correspondance, on en a parlé, et puis c'est ce que ça m'a frappé dans les articles de presse que j'ai épluchés pour le travail sur le tombeau du Père Lachaise, c'est que là encore, on dit beaucoup, oui mais il est faux, enfin il y a des choses qui sont vraies, mais peut-être leurs reliques sont vraies, mais en tout cas le tombeau en lui-même, il est en partie faux et en partie vrai. Donc est-ce que la confusion autour de cette inauthenticité à jouer? Alors c'est l'hypothèse de Michael Clanchy, le biographe de référence sur Abélard, qui pense que oui, ces questions ont pu peut-être un peu perdre le grand public. Bon, Roméo et Juliette sont inventés, ça a quand même du succès. Bon. Et puis la dernière hypothèse que je vous ferai, c'est alors, toujours lié à la deuxième, peut-être aussi que l'amour, toujours, ça fait rêver, mais n'empêche que, comme disait un humoriste, l'amour ad vitam aeternam a été inventé lorsque l'espérance de vie était à 30 ans. Alors, est-ce que ces figures sont moins attirantes de ce point de vue-là? Et puis la dernière, ça c'est ma troisième et dernière hypothèse, est-ce que c'est lié aux tragédies du XXe siècle et l'irruption de la mort de masse qui a finalement relégué la tragédie médiévale et la mort de deux individus qui deviennent plus anonymes. Pour le dire autrement, le défilé devant les monuments aux morts de la Première, de la Seconde Guerre mondiale, des guerres de décolonisation, est-ce que ça n'a pas remplacé celui devant les tombeaux de personnalités d'antan? C'est un peu ce que je lis dans les... je regarde la presse notamment pour vous savez, sur le jour de la Toussaint, de commémoration des morts, et c'est assez intéressant de voir l'évolution. Alors on nous dit que la tombe d'Héloïse et Abélard est fleurie jusque dans les années 1900, 1930, et puis alors à partir de 1930, il y a de moins en moins de fleurs, il y a de moins en moins de gens qui s'y rendent. Et aujourd'hui, on va voir la tombe du chanteur des Doors ou du pape du spiritisme. Bon, c'est ainsi, les choses évoluent. Dernière chose sur Héloïse, parfois on fait dire, vous savez, il y a une formule, on dit,
On dit qu'Abélard est un mufle parce qu'il dit à un moment donné, on n'a pas de description d'Héloïse, mais à un moment donné, Abélard dit qu'elle était première dans l'étude des lettres, et il dit juste avant, ça dépend des traductions, mais en gros, physiquement, elle n'était pas des plus mâles. Et alors, beaucoup de gens ont dit, quel goujat, enfin, c'est la muflerie absolue d'avoir une formule comme ça. Pascal Bourguin, qui est une femme qui a travaillé sur Héloïse, dit que c'est peut-être une litote, en fait. Une façon de dire, dire le moins pour dire le mieux. À moins que ce soit encore cet orgueilleux Abélard qui veut dire « elle était pas mal, mais alors moi j'étais quand même mieux ». C'est pas exclu non plus. Merci. Bien sûr, madame. Qu'est devenu Astrolabe? Ah oui, alors c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'est devenu Astrolabe? En fait, là encore, on les a fait passer pour des mauvais parents dans certains ouvrages en disant finalement, dès qu'il est né, allez hop, on le relègue, on le donne à Denise, qui est la sœur de Pierre Abélard, et puis à elle de s'en occuper, et puis ils en font peu de cas. Dans l'aristocratie, c'est pas forcément anormal que on ne s'occupe pas directement, que ce soit un précepteur, comme vous disiez ce matin, ou des domestiques qui s'occupent des enfants, donc c'est pas forcément cela extraordinaire. Alors on sait ce qu'il est devenu parce que il a un prénom assez atypique, Astrolabe. Alors est-ce que ça signifie trésor du ciel ou un cadeau du ciel de la part d'Héloïse qui y verrait un présent divin? Est-ce que c'est une sophistiquée anagramme, les lettres qu'on met dans le désordre et on obtient Pierre quelque chose en latin? C'est une piste aussi de Brenda Cooks. En tout cas, une chose est sûre, ce prénom atypique, il ne devait pas y avoir beaucoup d'astralabes ou d'astrolabes selon les formes qu'on trouve dans beaucoup de lieux. On le retrouve sur une liste de chanoines de la cathédrale de Nantes. Il est mentionné un Pierre Astrolabe, ou Pierre Astralabe. Il est tentant, c'est Nantes, vu la rareté du prénom, il est tentant d'y voir ce jeune garçon que Abélard a peut-être revu quand il avait une dizaine d'années, puisqu'on sait par une charte du duc de Bretagne qu'Abélard était présent à Nantes dans les années 1130. On sait, il le dit dans l'histoire de ses malheurs, que quand il vient à Nantes, il loge chez un de ses frères. Et donc, est-ce qu'il n'aurait pas pu revoir son fils d'une dizaine d'années élevé à Nantes? On peut le supposer, c'est possible. Héloïse également, elle a demandé à Pierre le Vénérable, dans une lettre qu'on a conservée, on va dire un poste pour s'il pouvait trouver quelque chose pour son petit. Donc est-ce que c'est grâce à Pierre le Vénérable, l'abbé de Cluny, qu'il a réussi à trouver une prébande de chanoines du côté de Nantes? C'est possible. On a aussi trace dans un monastère suisse d'un astrolabe. Alors est-ce que... alors là, ça supposerait, mais monsieur Moinet, ici présent, fait des recherches sur la question, s'il veut prendre la parole, qu'il n'hésite pas. Est-ce que ça pourrait être cet astrolabe-là, le fils d'Héloïse Abélard? C'est possible, en tout cas, il disparaît des textes, on ne sait pas ce qu'il devient. Ce sont des suppositions, des hypothèses.